Bonjour chers internautes, bienvenue à Financial Afrique. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personne qu'on ne présente plus dans le monde des assurances, Pathé John, président, directeur général du groupe Sunu. Alors, monsieur Pathé John, il y a 23 ans, en 1998, alors employé d'un grand groupe avec un traitement confortable, vous créez le groupe Sunu avec vos partenaires. D'abord, qui était Pathé John en ce moment-là? Merci, monsieur Ouad, de nous recevoir dans cette émission de Financial Afrique. En effet, il y a 23 ans, accompagné de quelques-uns de mes collaborateurs, j'ai pris le pari de m'engager dans une aventure qui consistait à conduire un groupe avec l'accord évidemment du président d'AXA à l'époque, M. Claude Bébéard, parce qu'en 1996, alors que j'étais directeur Afrique de l'UAP International, le groupe AXA avait absorbé l'UAP. Donc, en 1998, AXA avait défini sa politique internationale et l'Amérique du Sud et l'Afrique y étaient absentes. C'est en ce moment-là que j'ai été voir le président Claude Bébert pour lui demander quelle était la stratégie et les intentions du groupe AXA, qui s'appelait à l'époque même AXA UAP, à l'égard du continent africain. Alors, il m'avait clairement dit que, en toute unité, l'Afrique ne faisait pas partie des priorités du groupe AXA. Alors, donc, j'ai pu m'encourager à deux mains, parce qu'à l'époque, il fallait, j'allais dire même avoir le toupet de faire la proposition que j'avais faite. J'ai pu m'encourager à deux mains en lui demandant si je pouvais, avec son accord, quitter le groupe, constituer un autre groupe africain et que AXA consente à m'aider quelques-unes des filiales du continent africain. Une filiale que, pour la plupart, j'avais créée pour le compte de l'UAP. Donc, il y avait, à cette époque-là, il y avait 17 filiales au niveau du continent africain qui étaient sous ma responsabilité. Voilà. Bon, ça, c'est le parcours dans AXA. Mais auparavant, j'avais quand même un début de carrière derrière moi où j'ai enseigné les mathématiques de 1966, disons, 67 à 72, avant de rentrer en France. Et quand je suis rentré en France, j'étais déjà chef de famille, donc je ne pouvais pas reprendre à temps plein des études universitaires. Donc, j'ai trouvé un job en tant qu'étudiant auprès des mutuelles du Mans. À l'époque, ça s'appelait la Mutuelle Générale Française Accident à Paris. Et c'est là que j'ai découvert l'assurance, le métier d'assurance. Je n'avais pas pour ambition de rester dans ce métier. Ce que je voulais faire à l'époque, c'est poursuivre mes études universitaires parce que j'étais inscrit à la Sorbonne pour faire des études économiques. Et j'ai eu l'accord de la direction des mutuelles du Mans. C'est ainsi que j'ai pu poursuivre mes études en économie qui ont été sanctionnées par un doctorat en sciences économiques. Mais parallèlement, parce qu'à cette époque, on avait largement le temps, il n'y avait ni Internet, ni beaucoup de loisirs. Disons que l'essentiel de notre vie, c'était d'étudier, d'engranger le maximum de savoir. Dans cette période, j'ai suivi beaucoup de cours, y compris en assurance, parce que la direction de la société, voyant le niveau de diplôme que j'avais, m'avait dit que je gagnerais à faire connaissance de l'industrie des assurances, parce que les mathématiques que j'aimais bien
il y avait une large place. Alors, c'est ainsi qu'ils m'ont poussé à faire le concours d'entrée à l'École nationale d'assurance à Paris, que j'avais réussi. Et puis, 2 années après, ils m'ont demandé de faire le cycle supérieur qui durait 2 ans, qui était l'équivalent d'un 3e cycle également, le Centre des hautes études d'assurance. Alors, tout ça a été couronné par des diplômes à la fin de 1979. Et dès que j'ai terminé cette formation, j'ai été immédiatement recruté par un groupe américain qui s'appelait INA, à Philadelphie. Et c'est eux qui m'ont envoyé en Côte d'Ivoire pour créer la Colina, dont j'ai été directeur général. Colina qui est devenue Saham par la suite. Voilà, donc voilà, très rapidement. Un parcours au long cours. Qu'est-ce qui explique alors le choix de l'entrepreneuriat à 57 ans, à l'âge où beaucoup d'entre nous pensent déjà aux rentes viagères? Exact. Comme je vous l'ai dit, bon, il y avait une frustration de ma part. Voir un groupe comme AXA reprendre un grand groupe, parce qu'AXA a acheté UAP et UAP faisait presque 3 fois AXA. Donc, c'est le petit qui avait absorbé le grand. Et puis voir que AXA n'accordait aucune priorité au continent africain qui était sous ma responsabilité pendant plusieurs années, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et j'avoue que j'ai été encouragé par un ami avec qui je siégeais au conseil d'administration de la Proparco à l'époque, Pierre Arnaud, qui en était le directeur général, qui m'a dit, mais écoute, il ne faut pas que tu restes sans rien faire. Essaie de reprendre quelques compagnies d'assurance, quitte le groupe AXA, essaie de fonder quelque chose, et puis il faut aller à l'aventure. C'est le moment ou jamais. J'avoue que ce conseil-là m'a été d'une très grande utilité. Ça m'a donné suffisamment de courage pour aller voir Claude Bébéar et lui dire, bon, au départ, ce que je voulais, c'est reprendre tout simplement 2 ou 3 compagnies d'assurance, essayer de bien les gérer, avoir quoi laisser à ma famille, quoi. Et quand j'ai rencontré Claude Bébéar, qui, il faut le dire, me prenait en sympathie, il me dit, c'est lui-même qui m'a dit, mais c'est ça tout simplement ton ambition, de prendre 3 compagnies d'assurance. Mais je lui ai dit que c'est ce qui correspond à mes moyens du moment. Il m'a dit, bon, écoute, fais-moi la liste des sociétés qui seraient susceptibles de t'intéresser. Alors, j'ai fait la liste, en sachant que je n'avais pas les moyens de les reprendre. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore pris contact avec les institutions financières pour voir si l'une ou plusieurs d'entre elles étaient susceptibles de m'accompagner dans cette aventure. Voilà, donc je lui ai fait la liste, il y avait une dizaine de sociétés. Il m'a dit, bon, écoute, si ces sociétés t'intéressent, je peux donner des instructions pour que tu les reprennes. Alors, c'est en ce moment-là que je me suis dépêché de voir qui pouvait m'accompagner dans cette aventure. Et je suis tombé sur le groupe Fortis, qui avait des filiales en Afrique, les Belgolaises. Et c'est ce groupe-là qui a accepté de me financer la reprise des filiales sur lesquelles on s'était mis d'accord, le BBA et moi. Et voilà comment l'aventure a commencé. Voilà. Donc, une année après la création de Sunu, en 1999, Sunu Finance, société mère du groupe Sunu, rachète 5 filiales du groupe AXA UIA, une grosse surprise à l'époque.
Pouvez-vous revenir sur les conditions de ces acquisitions? Voilà, je viens de décrire les conditions dans lesquelles ces acquisitions ont pu avoir lieu avec la bénédiction de Claude Bébéar. Et j'avoue que le plus important, c'était pas pas le plus important, mais disons le plus difficile, ce n'était pas d'obtenir l'accord de Claude Bébéar, mais plutôt d'obtenir le financement. Et comme je l'ai dit, le groupe belge, Fortis, à travers ses filiales, les Belgolaises, m'ont accompagné pour la reprise de ces filiales. Donc, à l'époque, j'avais créé Sunu Finance au Luxembourg. Pourquoi le Luxembourg? Parce que il y avait tout simplement à l'époque une loi qui facilitait l'arrivée des sociétés dans ce pays parce qu'on était exonéré d'impôts. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'ai créé Sunu Finance. Et c'est dans Sunu Finance que se sont retrouvées toutes les premières acquisitions auprès d'AXA. Et puis, à la réflexion, c'est en ce moment-là que Joël Amoussou est venu faire un stage auprès de moi parce que il terminait sa formation actuarielle et après la fin de sa formation, il a décidé de rester travailler auprès de moi. Alors, nous nous sommes dit, si nous laissons les sociétés acheter dans Sunu Finance et que par la suite, nous soyons obligés de travailler en partenariat avec un autre groupe, alors donc on a créé un deuxième étage, on avait nommé Sunu Assurance et on y a logé toutes les acquisitions d'AXA. Et d'ailleurs, cette idée-là s'est avérée mais pertinente par la suite, parce que tous les partenariats qu'on a eus par la suite, on les a eus au niveau de Sunu Assurance et non de Sunu Finance. Mais on n'avait plus le choix de conserver la majorité dans Sunu Finance. Voilà, pour ne pas être très long, vraiment le démarrage du groupe. Alors, aujourd'hui, Pathé John, 23 ans après avoir créé Sunu, que représente le groupe en termes d'effectifs, de nombre de filiales et de branches d'activité? Ok, bon. Aujourd'hui, à la fin de l'exercice clos le 31 décembre 2020, nous avons un peu plus de 4000 collaborateurs. Le groupe est installé dans 16 pays, en Afrique subsaharienne, francophone et anglophone. Le groupe est composé de 29 sociétés, 8 compagnies d'assurance vie, 15 non-vie, une banque, Banque Togo, une société de microfinance qui s'appelle Cajas Microfinance qui est au Sénégal et une société de gestion santé qui s'appelle Sunu Santé basée au Togo. Donc, il a enregistré un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros, équivalent à 206 milliards de francs CFA. Il gère donc 780 millions d'euros d'actifs et qui est équivalent à 517 milliards de francs CFA. Voilà. Alors, mais le total bilan, c'est la deuxième année que nous dépassons un total bilan de plus d'1 milliard d'euros. Cette année, nous avons atterri avec un total bilan de 1 milliard 338 millions d'euros, ce qui équivaut à 877 milliards de francs CFA. Entreprendre en Afrique n'est pas chose aisée, dit-on. Quels ont été les défis les plus importants que vous avez eu à relever dans la stratégie de développement du groupe Sunu? Bon, les difficultés,
sont de plusieurs ordres, mais la plus importante, c'est d'avoir des ressources humaines à disponibilité. Ça a été très difficile, avoir de bons managers et puis de bons professionnels. C'est à cause de ça qu'on a mis au départ beaucoup d'efforts dans la formation. Mais il faut dire également que le business model du groupe Sunway est différent, par exemple, du business model d'autres groupes africains qui se sont créés ex nihilo, avec beaucoup de mérite de la part de leurs fondateurs. Nous ne sommes pas partis de rien. Comme je vous l'ai décrit au départ, nous avons repris de l'existant des sociétés qui étaient sous ma responsabilité, dont j'avais recruté les dirigeants et avec qui je travaillais, pour certains, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on avait de la matière. Et il a fallu étoffer tout cela et puis maintenant impulser. Et la nouveauté, c'est que, avant, quand j'avais besoin de moyens ou bien d'appliquer une certaine politique, il fallait que je demande l'autorisation du directoire de AXA UAP. Maintenant, j'étais au devant de la scène et j'étais le décideur final. Alors, c'est ainsi que nous avons pu, avec toutes les équipes, nous organiser en disant ce que nous faisions pour AXA UAP et qui était couronné de succès, il n'y a pas de raison que nous puissions le faire pour notre propre compte. Mais les réalités africaines n'avaient pas pour autant changé. C'est-à-dire, il fallait tout simplement poursuivre notre politique de communication parce que nos populations n'étaient pas habituées au fait de l'assurance. Il fallait accompagner toute notre politique de souscription avec une dimension pédagogique qui consistait à expliquer ce qu'était la protection, le rôle de l'assurance dans l'économie, son rôle de protection, et que nous étions surtout de véritables professionnels de l'assurance. Donc, pour ne pas être très long, voilà les challenges. Exactement, des challenges à la fois humains et financiers et aussi réglementaires, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance plaident constamment pour un agrément unique dans l'espace CIMA et une facilitation des placements entre les deux zones bancaires de l'IOMOA et de la CEMAC. Quelle serait l'incidence de ces deux demandes dans le développement de l'assurance en zone CIMA? Bien. S'agissant de l'agrément unique, vous devez deviner vous-même que ça ne présente pas un grand intérêt pour les groupes africains. Parce que le but de l'agrément unique, c'est d'avoir une société, par exemple, en Côte d'Ivoire, dotée d'un bon niveau de capital et qui puisse, à partir de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal, travailler dans chaque pays sans avoir besoin d'aller constituer un capital social au conseil d'administration dans chaque pays. Mais nous sommes déjà dans cette situation. Nous avons des filiales dans tous les pays de la zone CIMA, à l'exception du Tchad et de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Donc, l'agrément unique n'a plus aucun intérêt pour nous. Et je ne suis pas persuadé que ce qu'on appelle, entre guillemets, les petits marchés, les responsables politiques acceptent de n'être que dans la périphérie de grands marchés comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal ou le Gabon. Parce que chacun va dire, mais attends, pourquoi le siège est à Abidjan ou bien à Dakar et que nous n'ayons que des succursales? C'est un véritable sujet qui mérite réflexion. Mais encore une fois, pour des groupes comme le nôtre, l'agrément unique, si c'était au départ, à la rigueur,
ça aurait pu nous intéresser, mais aujourd'hui que nous avons des filiales partout, et chaque filiale est une vraie filiale, avec son capital social, son conseil d'administration, qui travaille sur son marché avec des concurrents. Je dirais que, enfin, c'est mon point de vue, je trouve que c'est un peu tard pour ce qui est de l'agrément unique, s'agissant de la zone CIMA. Alors, les facilitations de placement, ça c'est dans les textes. C'est que certains pays ne respectent pas, tout simplement. Mais sinon, les dispositions du Code des assurances autorisent chaque compagnie d'assurance qui est dans la zone de pouvoir faire des placements dans les limites autorisées par le Code, parce qu'on a des règles de dispersion et des règles de limitation. Chaque compagnie d'assurance peut travailler dans l'espace CIMA. Seulement, bon, entre les deux zones, UMOA et CIMAC, les décisions ne sont pas toujours parfois comprises. Parce qu'il y a des pays où, quand on veut sortir de l'argent venant de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, on a toutes les difficultés du monde, parfois même l'autorité de tutelle, le ministre des Finances du pays, dit non, il n'est pas d'accord. Et on n'a pas les autorisations de transfert. Mais c'est moins vrai dans le sens UMOA, CIMAC. Parce que quand il y a, par exemple, des levées de fonds par les États à travers des emprunts obligataires, nos filiales de l'Afrique de l'Ouest, en général, y participent lorsque les taux sont intéressants. Et là, la Banque centrale, la BCEAO, ou bien les ministres des Finances des différents pays ne posent aucun problème pour ce qui est de l'acquisition de ces titres-là. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Il faut dire qu'il y a des soucis de ce point de vue. D'accord. Ouais. L'inverse n'est pas toujours vrai. Alors, Monsieur Pathé John, vous avez reçu un certain nombre de distinctions en tant qu'entrepreneur, citoyen du monde et d'Afrique, dirais-je. Pouvez-vous les énumérer et expliquer leur portée symbolique? Wow. Bon, moi, j'ai eu l'avantage d'avoir reçu quelques reconnaissances, à commencer par mon pays d'origine, le Sénégal, parce qu'à l'époque, en 1995, j'étais directeur Afrique de l'UAP et le président Abdou Diouf m'avait élevé auprès de Mme Yvette Chassagne et mon ancien patron Jean-Marc Fiamma dans l'ordre d'officier de l'ordre du mérite du Sénégal. Et puis, 2 années après, il m'a élevé dans le grade de commandeur, toujours dans l'ordre du mérite du Sénégal. Et en 2002, c'est le président, je crois qu'il s'appelle Patassé, de la Centrafrique, qui en 2002 m'avait élevé dans le grade de l'ordre du mérite de la République centrafricaine. En 2012, c'est la République de Côte d'Ivoire, le président Ouattara, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, m'a élevé dans l'ordre national, officier de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Pour revenir à mon pays, en 2016, le président Macky Sall m'a élevé au grade d'officier de l'ordre du mérite et à la fin de l'année dernière, il m'a élevé dans l'ordre de Grand Croix en l'ordre du mérite du Sénégal. Je crois que c'est la dernière étape. La cérémonie de remise devait avoir lieu au palais présidentiel, mais ça a été reporté à cause de la pandémie. Bon, pour les autres distinctions, je crois que vous êtes très bien placé pour savoir parce que les 2 récompenses que j'ai reçues viennent de chez vous, à la faveur de la reprise des 5 filiales de Alliance en 2019. Vous m'avez récompensé avec le prix du deal de l'année à la fin 2019 et à la fin de 2020, vous m'avez donné la distinction de meilleur assureur
africain. Effectivement, c'est des récompenses qui traduisent votre portée panafricaniste et en même temps la diversité de votre parcours en termes de pays. La vie d'une entreprise, d'un groupe et d'un entrepreneur, c'est parsemé de jalons, de difficultés, de surprises. Alors, en 2017, le groupe Saham est entré dans le capital du groupe Sunu. Vous aviez à l'époque dénoncé une entrée, je dis bien, par effraction. Comment gérez-vous cette intrusion aujourd'hui? À l'époque, Financial Afrique m'avait servi de tribune pour exprimer tout mon courroux. Je trouve qu'il n'y avait pas la manière et que quand même, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, Saham m'a toujours considéré comme un père fondateur, puisque c'est moi qui ai créé la Colina en 1979 en Côte d'Ivoire, et que Saham est l'héritière de ce que j'avais fait comme travail, et qu'on avait d'excellentes relations. C'est que même quand ils n'étaient pas dans un pays, ils nous demandaient de porter leurs affaires, et quand ils s'installaient, on leur remettait. À l'époque, j'avais bien dit que le groupe Sunu faisait l'objet de beaucoup de convoitises. J'avais été approché par le groupe BMCE, après, à l'époque, ce qui s'appelait la CENI, et j'avais toujours répondu poliment que je ne souhaitais pas de partenariat, en tout cas capitalistique, mais partenariat d'affaires, c'était possible. Et les interlocuteurs que j'avais à l'époque respectaient scrupuleusement ma position. Mais bon, quelques anciens collaborateurs que j'avais associés au départ dans l'opération, comme à l'époque, il faut le reconnaître aussi, dans nos dispositions statutaires, on n'avait pas pris quelques précautions parce que l'affaire était presque gérée en famille et ces quelques collaborateurs, ils étaient 3, ont vendu à notre insu leur participation à Saham Finance. Voilà, c'est un rappel qui n'a pas un caractère polémique, mais c'est pour dire tout simplement comment les choses sont passées. Alors, donc, Saham Finance a été repris, comme vous savez, par le groupe sud-africain Sanlam. Et Sanlam nous a approchés, nous avons discuté, ils nous ont demandé si, contrairement à Saham, nous souhaitions qu'ils restent dans notre affaire. Et notre réponse a été claire, c'était non. Et c'est là-dessus qu'on a entamé des négociations. Et à titre personnel, j'ai racheté les 21,09% que Saham Finance, maintenant appartenant à Sanlam, dans le capital de Sunu Finance. L'opération, les discussions ont duré dans le courant de l'année passée, 2020, qui se sont conclues. Le paiement effectué, ils nous ont restitué. Mais tout ça, bien entendu, en suivant les procédures, parce que le conseil d'administration de Sunu Finance a marqué son accord, le conseil d'administration de Sanlam a marqué son accord, et puis le paiement a eu lieu et ils nous ont restitué nos actions, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ma famille et moi-même, nous détenons un peu plus de 81% du groupe. Voilà, et puis cette histoire est définitivement classée. Donc c'est une page qui se ferme. J'ai juste envie de poser une question supplémentaire ici, c'est de demander quel a été le niveau de valorisation par rapport au niveau d'acquisition. Ouais, mais vous savez qu'on ne communique pas sur ces questions-là. C'est comme quand il y a eu l'acquisition des filiales d'Alliance, les partis ne veulent pas parler de ça. Bon, les journalistes, j'ai vu des chiffres annoncés dans l'acquisition des filiales d'Alliance. Mais ça nous a tous fait sourire, quoi, les gens d'Alliance et moi. Et demain, on va avoir également des chiffres en ce qui concerne la reprise des 21% de Saham Finance par Patty John. Bon,
faut laisser les gens délirer, quoi, en sachant que nous savons la réalité et que si je l'ai fait, c'est que c'était dans mes moyens. Car Voilà. c'est une étape importante pour Sonou, qui C'est referme une la affaire, fenêtre, donc, comme on dit, c'est une affaire classée, définitivement classée. définitivement. Donc, en 2019, alors que l'on vous croyait assagi, occupé au développement organique de votre groupe, vous rachetez 5 filiales d'Alliance, on en parlait. Que peut-on dire des enjeux de cette opération? Bon, cette opération aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler. J'ai dit que nous n'étions pas à l'initiative de cette opération. Un jour, tout simplement, la direction d'Alliance Afrique m'a approché en me disant, bon, nous avons 5 filiales à céder parce que, compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires, nous n'avons pas envie d'y mettre de l'argent parce que nous considérons tout simplement que ce marché était petit et que ces sociétés. Bon, on a regardé l'équipe du groupe, ben, on s'était dit, bon, c'est très intéressant, tant du point de vue stratégique et du point de vue coût. Exact. Voilà, on s'est mis d'accord, on a payé immédiatement, sans discussion, après avoir fait, on n'a même pas fait de due deal, ça nous a fait gagner énormément de temps, et puis, bon, on se rend compte tout simplement qu'on avait raison de nous intéresser à cette opération. D'accord. Donc, Sonou est aujourd'hui leader de l'assurance vie en zone ciment, avec une forte présence dans l'IRD et une banque en croissance. Quelle est votre stratégie de développement et quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, on était depuis un certain nombre d'années leader en branche vie dans la zone ciment, mais je crois que sur 2019 même, nous sommes même leaders également au global. C'est-à-dire, si nous additionnons la branche vie, les branches vie, les branches dommage, le groupe Sonou est en tête. Mais ça, ce n'est pas un objectif pour nous d'être leader. Ce que nous voulons, c'est avoir de bonnes affaires, donner de bonnes prestations et agir en véritable professionnel. C'est-à-dire que lorsqu'un sinistre est dû, on répond immédiatement, on paye. Et puis qu'on continue au financement de nos économies en aidant, parce que les États ne faut pas tout faire. Il faut que le secteur privé également les accompagne. Et nous, c'est quelque chose, je vous dis que nous gérons 700 quelques milliards de francs CFA d'actifs, mais il n'y a pas un seul franc qui soit placé hors du continent. Les 700 milliards sont investis dans les économies de nos pays en présence. Il s'agit des pays anglophones et des pays francophones. Voilà. Donc, aucun franc placé à l'étranger, c'est quand même une prouesse. Je pense que c'est un message aussi en direction de nos dirigeants et de nos sociétés en général. Alors, pour finir, Pathé John, quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans les affaires? C'est, comme on dit toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est très difficile. Bon, ma trajectoire n'a rien de particulier, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu le courage de me lancer dans l'aventure avec des concours de circonstances qui étaient très favorables. L'accord de Claude Débéard et le financement par des amis qui se trouvaient en Belgique. Les choses ne me semblent pas très faciles aujourd'hui. Par exemple, un jeune qui veut entreprendre, il peut difficilement trouver parfois du financement. Et je pense que c'est là que les institutions financières dans nos différents pays doivent réfléchir et essayer d'aider les jeunes qui veulent s'installer. Parce qu'il y a de bonnes idées, il y a des jeunes qui ont des projets qui sont très pertinents. Mais ce que je leur conseille, c'est tout simplement d'avoir de l'opiniâtreté, d'être déterminés lorsqu'ils sont convaincus que leurs projets sont bons. Bon, dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des projets qui échouent, mais il faut prendre, recommencer, et recommencer, et recommencer, toujours. Et
avoir la même devise que Patty Jones, c'est-à-dire atteindre des sommets les plus hauts par les voies les plus difficiles, et puis surtout garder à l'esprit la parole des sages qui consiste à dire il faut prendre son temps. Prendre le temps, parce que le temps n'accepte pas ce que tu fais sans lui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et puis bon, apprendre à travailler. Donc, c'est pourquoi j'ai pour l'habitude de dire faire pour savoir et savoir pour faire. Donc, ce sont les conseils que je peux me permettre de... Alors, des conseils très humbles. Moi, je retiendrai, il n'y a pas de... L'échec ne doit pas être un frein. Il faut recommencer, recommencer et recommencer encore. Donc, Patty John, merci pour cet entretien qui nous a fait voyager à travers le temps et qui nous a montré combien être à l'avant d'un groupe avant-gardiste, d'un groupe panafricain dans le secteur des assurances, combien que ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'à force de persévérance, on y arrive, puisque aujourd'hui, avec plus de 700 milliards de placements qui sont tous placés dans les économies africaines, investis dans les économies africaines pour créer de l'emploi et des richesses, on peut y arriver. Donc je pense que c'est le message du groupe Sunu. Et à travers vous, je salue tous vos collaborateurs, Mohamed Ba, Awaba, Karim, Joël Amoussou et les autres. Oui. Si vous le permettez, je voudrais terminer parce que quand il y a un message que je voulais faire passer. Bon, comme le siège du groupe est en France, il y a des gens qui considèrent que nous ne sommes pas un groupe africain, alors que nous sommes à 1000%. Et à la faveur d'une audience, j'avais pris un engagement auprès du président de la République, M. Macky Sall, de créer une société sous-régionale à Dakar. Nous avons créé l'année dernière une société qui s'appelle Sunu Participation West Africa, dans laquelle nous avons logé toutes nos participations en Afrique de l'Ouest, dans la zone UMOA, pour un total de 28 milliards. Et le ministre des Finances, Mamadou Daouda Diallo, nous a vraiment aidés pour faciliter cette opération. Je tenais à le souligner parce que c'est un engagement que j'avais pris auprès des chefs de l'État et cet engagement, je l'ai respecté. Voilà l'information que je voulais vraiment faire passer à travers votre média. Exactement, une information importante. Donc, c'est sous nous, Participation West Africa. Voilà, qui est basée à Dakar et nous y avons logé toutes nos participations dans la zone UMOA avec l'accord des ministres des Finances, de la CIMA, et c'est cette société qui a vocation maintenant à détenir, en attendant un jour que tout le groupe aille au Sénégal. C'est une première étape. En attendant, on ne va pas dire une première étape pour le retour vers l'Afrique, mais c'est une première étape pour une réorganisation en Afrique. Voilà, en Afrique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli et d'avoir pris le temps pour cet échange. Nous saluons la qualité du travail que Financial Afrique en matière d'information financière et économique sur l'ensemble du continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le groupe Sunu et on vous dit bienvenue à Dakar. Et merci beaucoup. Merci.